Pas de surprise aujourd'hui, Monsieur Mitterrand. Vous allez parler des problèmes de l'éducation nationale, vous l'avez dit d'ailleurs la dernière fois. C'est un problème austère, important, que vous avez appelé la priorité des priorités. Pourquoi? Parce que ce qui anime la gauche française, c'est l'esprit de justice. Et que nous ne pouvons pas supporter que les enfants de France, les filles et les garçons, n'aient pas des chances égales dans la vie. Et puis ensuite parce que nous sommes des patriotes, et que partant du même raisonnement, si vous le voulez bien, nous voulons que la France ait des chances égales parmi toutes les nations du monde. Quelle que soit la façon dont on l'appelle, j'ai malgré tout l'impression que ce problème de l'éducation nationale est devenu une espèce de tarte à la crème de tous les candidats à la présidence de la République. Et ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression aussi que c'est le sujet sur lequel on peut le plus facilement être démagogue, si vous voulez. Je vais vous répondre, Monsieur Roger Louis, en vous posant des questions. 1841, on décide que les enfants de moins de 8 ans ne travailleront pas. Et ils travaillaient 10, 12 heures par jour. 1848, les enfants de 10 ans, à leur tour, sont sauvegardés. À la fin du dernier siècle, c'est Jules Ferry qui exige que le 6e du budget civil soit consacré à l'instruction publique. En 1936, on dit les enfants au-dessous de 14 ans ne pourront pas être embauchés dans les entreprises industrielles. En 1948, seulement en 1948, on décide que les enfants ne pourront pas avoir d'emploi dans une entreprise s'ils n'ont pas rempli leurs obligations scolaires. Est-ce que tout cela, c'était démagogique? Eh bien, aujourd'hui, adapté au temps nouveau, nous voulons que notre éducation nationale remplisse pleinement son rôle au regard de notre société, c'est-à-dire la scolarité jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire 25% des crédits du budget civil affectés à l'éducation nationale, et c'est-à-dire l'État doit remplir son rôle à l'égard de son école. C'est ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire, dans le beau sens du terme, le respect des consciences. Bon, je voulais reprendre les deux chiffres que vous venez de donner, c'est-à-dire la scolarité à 16 ans et 25% du budget. Mais il me semble bien que la scolarité à 16 ans est déjà décidée, non, par ce gouvernement. Quant aux 25% du budget, c'est pas d'un coup de baguette magique que ça se décide. Enfin, on grimpe, là, on était à 17%, il me semble, non? En effet, la scolarité à 16 ans a été décidée par une ordonnance de 1959. Mais le reproche que je fais au gouvernement, c'est de définir des principes et de ne pas les appliquer. Car cette scolarité de 16 ans est repoussée d'année en année, de telle sorte que désormais, on nous la promet pour 1972. Et en vérité, je pense qu'elle ne sera pas appliquée avant 1975. Or, ce n'est pas une revendication très moderne, si l'on songe qu'en 1888, le baron Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux Olympiques, le demandait déjà. Quant aux 25% que je réclame, et avec moi, tous les syndicats de l'enseignement, tous ceux qui connaissent ces problèmes de l'éducation nationale, est-ce que 17%, c'est véritablement un effort? Sans doute, c'est un progrès. Mais cette légère progression est dévorée par l'augmentation du prix des constructions scolaires. Au demeurant, nous restons à 17%, tellement au-dessous des besoins de la population scolaire, en raison de l'augmentation de la population, qu'ils ne répondent pas à la question posée. Alors, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Cette injustice que je dénonçais tout à l'heure. On peut dire, sans risque de se tromper, que les enfants, dès l'âge de 10, 11 ou 12 ans, sont orientés dans la vie selon la situation sociale de leurs parents, ou encore plus sottement, selon l'endroit où ils habitent. En effet, si l'école ne va pas aux enfants, si elle n'est pas construite avec des maîtres désignés pour cela, près des familles paysannes et ouvrières et de la petite bourgeoisie de province, si on n'offre qu'une branche de l'enseignement à ces enfants, à ces filles et à ces garçons, pour toute la vie, on les emprisonne dans un cadre préétabli. Or, démocratiser l'enseignement, cela signifie qu'on choisit les enfants selon leur caractère et leur intelligence et leur application, lorsque l'expérience a été faite pendant de longues années
sous le contrôle des maîtres. Et ce que nous demandons, c'est qu'on institue plus d'écoles, qu'on nomme plus de maîtres, qu'on veille à leur qualification, pour que les enfants, pendant longtemps, soient à l'école, prêts à choisir la situation qui leur conviendra. Voilà pourquoi je dis que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de vie démocratique dans la sélection des enfants. Lorsqu'il y a eu cette réforme scolaire, qui a fait d'ailleurs beaucoup de bruit, qui s'est passée au travers de difficultés innombrables, c'est au nom de la justice qu'elle a été faite quand même. Oui, mais le principe a été dicté. Mais la réalisation, c'est la caractéristique du gouvernement actuel, voyez-vous. La réalisation attend toujours. Le plan dit par exemple, il faut diriger 40% des enfants vers l'enseignement technique, 35% vers l'enseignement secondaire et le cas échéant supérieur, et on oublie d'ailleurs les 25 autres, faute de pouvoir les recevoir. Eh bien, même dans cette perspective, le budget de 1966 s'arrête à la moitié des prévisions du plan. Voilà qui n'est pas raisonnable. De la même manière, beaucoup de prévisions n'ont pas été respectées. Par souci d'économie, on concentre les heures de classe dans le minimum d'heures d'une même journée. Résultat, les enfants, trop souvent, sont surmenés. Et d'autre part, eh bien, ils se libèrent après l'heure de classe en famille. Et voilà qu'il faut que les parents, et le plus souvent la mère de famille, se chargent non seulement de l'éducation, mais de l'instruction de l'enfant, la répétition de la leçon, le remâchonnement des devoirs. Les heures de famille sont quelquefois appesanties par cette nécessité. Et je sais que les maîtres ne demanderaient pas mieux que de disposer du nombre d'heures suffisantes pour suivre les enfants, pour diriger leurs travaux en bibliothèque, pour aménager leur capacité à prendre leurs leçons et à faire leurs devoirs. Faut-il citer un autre exemple? Il y a des enseignements qui sont complètement délaissés par l'État et non pas par les maîtres, et qui correspondent cependant très souvent au goût des enfants, la musique, le dessin, l'éducation physique, l'équilibre entre l'éducation physique et l'éducation intellectuelle. Il y a dans tous ces domaines, voyez-vous, carence de l'État. Voilà pourquoi vous comparez les principes qui figurent dans les lois aux principes que moi je propose. Tandis que moi, je compare les principes que le gouvernement définit à la réalité qu'il nous propose. Vous avez parlé tout à l'heure également d'intérêt national sur le plan de l'éducation du même nom, si vous voulez. Je crois que c'est parfaitement compréhensible, mais j'aimerais bien que vous l'explicitiez quand même. Eh bien, parce que, dans quelques années, il ne sera plus possible de supporter la concurrence internationale sur le plan économique et sur le plan industriel, si l'on ne fabrique pas l'instrument humain adapté. Il y a 30 ou 40 ans, des enfants munis du certificat d'études pouvaient aborder les responsabilités. Aujourd'hui déjà, ceux du niveau du baccalauréat sont dépassés. Il faut envisager dès maintenant le niveau de l'enseignement supérieur. Seulement, comparaison que j'ai déjà faite, mais pas aujourd'hui, et qu'il faut vous rappeler, en raison du manque d'écoles et du manque de maîtres, sur le nombre d'enfants qui accèdent à des postes de responsabilité et de direction, on ne compte que 6% d'ouvriers et de paysans, de fils et de filles d'ouvriers et de paysans. Les jeunes filles de l'agriculture sont démunies pratiquement de tout moyen d'accéder à la formation professionnelle. Et vous savez fort bien que dans l'enseignement technique surchargé, qui ne peut recevoir toutes les demandes, le nombre des filles est infime. Il y a donc dans ce domaine des inégalités si profondes qu'il me faut bien dire que la France est mal équipée. Or, il faut qu'elle soit bien équipée, parce qu'en raison des progrès de la science, de la naissance de certaines industries, l'électronique, qui aboutissent à l'automation, c'est-à-dire à une sorte de domination d'une machine qui non seulement remplace le muscle de l'homme, mais qui désormais juge à sa place, apprécie, estime, évalue. Sans doute elle ne le crée pas, mais elle peut se substituer à l'homme dans des domaines extraordinaires quant à la rapidité du jugement et quant à l'ampleur du domaine qu'elle explore. Il faut bien que l'homme continue d'être plus fort que la machine. Il faut qu'il y ait des ingénieurs, des spécialistes, des techniciens, par dizaines de milliers. Le pays qui manquera de cet équipement
est un pays battu dans la concurrence internationale. Je pourrais dire la même chose sur la recherche. Nous consacrons 0,8% de notre produit national. Les États-Unis d'Amérique, qui ont un produit national infiniment supérieur, consacrent 3%. Vous voyez la différence? Nous avons 33 000 chercheurs à temps plein. Il en faudrait 100 000. Voilà pourquoi je pense que la recherche scientifique, appliquée ou fondamentale, l'enseignement technique supérieur, devrait nous fournir les cadres dont nous manquerons si nous perpétuons la politique actuelle. Voilà pourquoi je disais que non seulement l'éducation nationale pose un problème humain, celui de la justice entre les enfants, mais elle pose aussi un problème économique et un problème social. Si l'on ne répond pas à cette question, la France, je le répète, est distancée. Voilà ce qui me préoccupe. Ne me paraît pas être tellement distancé pour l'instant, puisque je crois que pour la première fois depuis 25 ans, nous avons eu des prix Nobel. Et puis, hier ou avant-hier, nous avons eu l'inscription de la France au 3e rang des puissances spatiales, non? Mais je me réjouis, comme vous, des réussites de la technique et de la science française. Les 3 prix Nobel, c'est l'honneur de la France. Et je ne suis pas sûr que le gouvernement l'ait ressenti assez profondément. Le lancement du satellite, bravo pour les savants et pour les techniciens. Tout ce qui profite à la science, comment voulez-vous que le candidat de la gauche ne s'en réjouisse pas? On a dit c'est une opération électorale. Je ne m'attarde pas à ce genre de critique mesquine. Je suis content pour la France de cette réussite. Et seulement voilà, vous savez, la Ve République a consacré peu d'efforts en réalité à la recherche. Elle récolte des fruits sur un arbre qui a été semé ou planté depuis longtemps. Je ne veux pas entrer dans la querelle des régimes. J'ai vu inaugurer il y a quelques années Orly, le pont de Tancarville, le tunnel du Mont Blanc, que sais-je encore. La Ve République a si peu entrepris en dehors de sa bombe atomique que si j'étais président de la République, je crois que je n'aurais rien à inaugurer d'ici longtemps. Monsieur Mitterrand, il vous reste 2 minutes. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant pour pouvoir m'expliquer quelle différence il y aurait entre la politique que vous préconisez en matière d'éducation nationale et celle de ce régime? Je l'ai dit dès le premier jour. Il y a un choix fondamental à faire entre les conceptions du régime actuel et les conceptions que je propose à l'opinion publique. La priorité des priorités à l'éducation nationale, cela est exactement dans la ligne du choix que j'ai fait. Celui qui consiste à demander à chaque citoyen de se considérer comme responsable lui-même des affaires de la France. Cette responsabilité, ce sens de la responsabilité, c'est à partir de l'école que les Français et que les Françaises l'acquerront. Voilà pourquoi le rôle des enseignants de France est un rôle éminent et un rôle admirable. Après tout, si nous parvenons, en accordant cette priorité des priorités, à apprendre aux enfants de notre pays à dominer les choses, la matière, les échanges, à dominer l'événement, et en fin de compte, parce que telle est la signification profonde de ma politique, à se dominer soi-même, alors tout devient clair. Et chacun a compris que la force de frappe de la gauche française, c'est l'éducation nationale.